c'est important parce que là tu introduis on va dire une autre technologie pour pouvoir faire ces bétons-là, c'est l'énergie solaire via des lentilles. Avec ces lentilles solaires faites en silicate de sodium et de potassium, donc on va faire une lentille d'un diamètre de 5 à 6 mètres de diamètre, et du coup on aura une énergie de 1500-2000 degrés. Ça c'est des calculs théoriques? Oui, c'est des calculs théoriques. Des calculs théoriques. Parce qu'on n'a pas réussi en fait pour faire une vraie lentille, puisqu'il nous fallait un gros budget pour faire l'expérience. Où est-ce que j'ai mis? Voilà, là par exemple, hop, voilà, on a une lentille, une demi-lentille en silicate. Je vais essayer de la montrer plus proche de la caméra. Hop, si on y arrive. Voilà. Bon, il ne fait pas le point dessus, c'est pas grave, ça donne une idée. Oh, celui-là, elle est un petit peu plus lisse. Et ça, c'est. Donc la formule, c'est quoi la formule de. Donc c'est avec du sable blanche, du silice. Avec du sable blanche en silice, on va le mélanger avec la soude caustique. On va le chauffer à 800 000 degrés et du coup ça va faire un liquide très transparent, très liquide assez visqueux, épais. Et une fois ce liquide versé dans une moule en forme de lentille, séché, ça va devenir une vraie lentille, comme les lentilles quand on jouait gamin et on mettait le feu à une paille. Donc là, l'énergie, elle va être très importante, 1800, 1500, 1800, 2000 degrés. Et du coup, ça va faire fondre le granit instantanément. Il y a aussi, pour revenir, en fait, ça c'est la solution. Donc du coup, avec ça, on va calciner l'argile kaolin, le calcaire sur place, qu'il y a de l'argile kaolin intégrée, et du coup, ça devient du ciment, comme le ciment moderne d'aujourd'hui. Parce que le ciment moderne d'aujourd'hui, pour résumer rapidement, c'est pas si simple que ça, mais pour faire un petit résumé, c'est de l'argile, on va y rajouter quelques petits ingrédients, un peu de calcaire, un peu de fer, un peu de potasse. Cette argile-là, une fois mélangée, on va le mettre dans des fours rotatifs, on va le calciner à 1500 degrés, et cette argile-là, ça devient du ciment. C'est le ciment moderne d'aujourd'hui. Or, les Égyptiens, bon, bien sûr, ils n'avaient pas de four rotatif, ils n'avaient pas de l'énergie pour faire du ciment. On a quoi comme trace d'éventuels fours, d'éventuelles lentilles qui nous seraient restées? On a quoi comme le problème, élément tangible par rapport le problème de cette lentille-là, c'est qu'elle est très sensible à l'eau. Si on la laisse sous la pluie, elle va commencer à fondre, elle est très sensible. C'est une formule ancienne, ça? C'est quoi? Oui. Ça remonte à quelle civilisation, à quelle période? Ah bah là, je pense, on est à moins 3600, 3500, 3600. C'est l'apparition des premiers vases Nagada. Okay. Les vases, par exemple, en durite, qu'on a trouvé à Saqqara, qui date de l'époque de Nagada. On a trouvé à Saqqara autour de 40 000 vases. Là, ces vases, elles ont été faites avec cette technologie-là, et cette technique-là. Donc, la pierre, elle va fondre comme une lave. Donc, on va faire fondre toutes sortes de pierres, du quartz, on va faire fondre le granit, le diorite, tout. Et on va le couler dans des moules. Et du coup, voilà, ça remonte à cette période-là. Donc on n'a pas. Quand on regarde historiquement la période justement du Nagada, on est avant la première dynastie, on est période pré-dynastique. Comment tu expliques une telle connaissance
Parce que c'est des connaissances similaires à celles qu'il faut pour fondre du fer quelque part aussi, c'est les mêmes technologies. Oui. Comment tu expliques, dans une période si reculée où on estime qu'on était vraiment donc, en période préhistorique, ils aient pu développer de telles technologies? Ouais. En fait, il faut comprendre qu'il s'agit là d'un savoir réussi empiriquement. C'est pas que voilà, tout d'un coup, on va atteindre ce niveau, parce que là on est en pure chimie, hein, là c'est du chimie. Hein. On est en chimie, hein, il faut comprendre qu'il s'agit là des doses, des proportions, des températures, des mélanges, donc c'est pas de la cuisine. Il ne s'agit pas de faire une cuisine ou des petites expériences à droite à gauche. Là, la période du Nagada, et le truc qui est assez paradoxal, c'est que d'un côté il y a ces vases dont certains sont assez petits avec des parois qui vont jusqu'à seulement 1 millimètre, mais à côté de ça, ils enterrent leurs morts dans des trous, ils commencent à peine à faire des petits mastabas en briques. Comment c'est possible cette différence entre comment on construit nos édifices et comment on construit des objets super... Après, peut-être faut revoir les dates, hein. Peut-être faut revoir, peut-être le lieu il s'agit, en fait le lieu il est bien de la période Nagada, mais peut-être les vases ont été faits beaucoup plus tardivement. Le lieu il était déjà occupé. S'ils sont de la période Nagada, la pyramide de Saqqara sous lesquelles on les a retrouvés, c'est beaucoup plus récent. Oui, on est en 2700. Le transport, c'est 40 000, ils n'étaient pas là. Hein. Oui, voilà. Ils n'étaient pas là avant puisqu'ils sont datés de la période Nagada. Il se peut que cette technologie est découverte un petit peu plus récemment, autour de, à mon sens, je pense autour de 2800, la période de la première dynastie. D'ailleurs, je pense que cette découverte-là de l'énergie solaire, elle était à l'époque de Narmer, parce que pareil, la tablette de Narmer, à mon sens, c'est une tablette en gros hockey, donc où on voit Narmer en train de frapper. C'est une tablette en gros hockey, et à mon sens, cette tablette-là, elle est aussi faite avec cette technologie-là. Donc parce qu'on voit des arêtes très bien faites, on ne voit pas de taille. Donc voilà, il se peut que cette technologie elle est à cette période-là, à cette époque-là. Donc. D'accord. Et donc du coup, toi, en fait, si je comprends bien ce que tu montres dans le film, tu ne remets pas en question les datations. Ah non, absolument pas. Académiques. Ouais. Non, les datations académiques sont très bien. À mon sens, ça colle bien, tout est en harmonie, il n'y a pas de souci là, en termes de datation. On verra après, toi tu rajoutes des éléments, des indices astronomiques on va dire, pour pareil situer la même... Et pour revenir au problème de géopolymère, tout ce béton fait avec les 3 pyramides, en plus des mastabas tout autour, là on est autour de, si je ne me trompe pas, autour de 15 millions de mètres cubes de béton. C'est impressionnant. Donc tout ce béton, il faut de la chaux. Si on est avec la formule de géopolymère, il faut beaucoup de chaux. Et la chaux, pour produire de la chaux, et mélanger avec le carbonate de sodium pour faire du géopolymère, pour cette quantité de chaux, il faut raser environ 15 à 25 km² de forêt, hein, de palmiers. Donc, si on regarde la carte, il fallait raser complètement de Gizeh jusqu'à une bonne partie au début de Saqqara, au moitié de Saqqara. Toute cette partie-là, avec des palmiers, elle devrait être rasée complètement pour faire de la chaux. Donc là, le pauvre paysan, il ne vous laisse pas couper les palmiers, parce que les palmiers font de l'ombre, et elles font de l'ombre pour les cultures, et ils ne vous laissent pas travailler, en fait, il ne vous laisse pas brûler les palmiers pour son projet, hein, de pyramide. Donc le problème d'alimentation est beaucoup plus important que faire une pyramide.
Et voilà, et donc ça, d'ailleurs, le bois de palmier, il brûle très très mal. On peut le laisser pendant des heures, il ne va pas brûler. Hein. Il ne va pas brûler parce que c'est un bois très dense. Et, donc, pour faire de la chaux, il faut du feu. Très rapidement, il faut un bois qui prenne feu tout de suite, qui prenne bien feu. Donc on n'a pas. L'utilisation de la chaux par les Égyptiens, elle est attestée. Oui, elle est attestée, mais la chaux, la question est comment on fait cette chaux. Elle est attestée, oui. Il y a de la chaux, mais la question est comment on fait cette chaux. C'est pas expliqué ça? Non, elle n'est pas expliqué. Pas... Non, okay. Elle n'est pas expliquée. Comment on fait cette chaux? Parce que du bois, où il faut trouver du bois, et les palmiers, c'est pas les meilleurs. En fait, c'est pas datable du tout. Donc, oui, dans le film, tu présentes des indices, ça va au-delà de ton hypothèse de béton géopolymère, tu arrives à trouver des indices, et notamment, je crois, dans 2 pyramides différentes, tu trouves du bois pris dans ce que tu considères être du béton. Est-ce que tu peux nous en parler? Il s'agit du bois qui est coincé dans du béton, un peu comme celui-là, hein, ce que je montre dans le film. Donc le bois, il se trouve dans la pyramide de Meidum, et c'est là où j'ai envoyé mes collègues pour filmer ce morceau de bois coincé dans du béton. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe là? Et ben là, on voit dans cette pyramide, le bois il est coincé dans la pierre, exactement comme celui-là. Hein. Il n'y a pas d'espace entre la pierre et le bois. Il n'y a pas d'espace. Hein. Il n'y a même pas pour passer une petite aiguille. Et ici, on voit que ce n'est pas non plus un trou. On peut imaginer qu'il s'agit d'un trou. On a taillé un trou et puis on a enfoncé le bois dedans et puis on a ajusté avec du mortier. Non, il s'agit carrément le bois. Pour installer un escalier par exemple. Oui, après l'emploi, je ne sais pas pourquoi c'était, mais on voit un tronc de bois dans la pierre de la pyramide. Et bien là, on se pose la question que ici, est-ce que c'est du pierre taillée ou c'est du béton? Eh ben, la pierre, elle épouse parfaitement le bois, et c'est là qu'on comprend qu'il s'agit vraiment du béton, que le bloc là de pierre, c'est du béton. Et c'est une preuve de taille, parce que si on sait faire un bloc en béton, ok, si on sait faire une pierre en béton, on va pas être fou pour tailler un autre. On va faire la même formule, on va faire un deuxième bloc, un troisième, un dixième. On va faire 50, 200 000, 1 million. C'est ainsi qu'on va. Certains vont dire qu'il y aura peut-être plus d'efforts, de travail pour réduire en poussière le calcaire, faire les moules, couler tout ça, que de la tailler. Ah non, ça c'est faux, c'est complètement faux. Il suffit juste de voir ce qu'on fait. Par exemple, on prend du ciment, on rajoute des gravats, de l'eau, on mélange et là tout de suite, on peut faire un bloc d'1 mètre par 1 mètre. Que tailler un bloc d'1 mètre par 1 mètre et pour le transporter, sans parler pour la forme, pour lui donner une forme ce qu'on veut, c'est impossible. C'est impossible. Ça prendrait 6 mois. 6 mois. Non, c'est vite vu. Sinon l'humanité serait faite, si ça serait plus facile de faire des blocs taillés que du béton égyptien, aujourd'hui on faisait des maisons en pierre taillée, hein. On ne faisait pas des maisons en béton. Donc voilà. Et d'ailleurs on trouve aussi dans la pyramide rhomboïdale, on trouve aussi des morceaux de bois incrustés dans la pierre, mais elles ne sont pas dans le film. La Mykérinos aussi. Tu montres Mykérinos. Oui, il y a la pyramide de Mykérinos. Donc la chambre, elle est dans un seul bloc en entier, un seul bloc. Et à l'intérieur, on fait tout au fond du bloc, on trouve un morceau de bois. Donc ça n'existe pas dans la nature. Du bois à l'intérieur de la pierre, ça n'existe pas. Sauf si c'est du béton
pierre artificielle ou béton égyptien. Voilà, donc c'est une preuve, je dirais, de taille. Et si on valide ça, que c'est du béton, c'est qu'on a fait partout du béton. Ok, donc ça c'est une des hypothèses principales du film. Il y en a une deuxième sur laquelle on va venir maintenant, c'est quelque part tu proposes une origine au mètre. Donc pour ce qui est de l'utilisation du mètre par les Égyptiens, tu la valides dans ton film, et comme ça a déjà été fait dans d'autres. Sauf que là, toi ce que tu y rajoutes, c'est quelque part la découverte à l'origine de cette unité via la goutte d'eau. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ça fait sourire beaucoup, ça. J'avoue que moi, c'est un des points sur lequel j'ai le plus de doutes. Même si j'ai testé, il faut toute une procédure pour tester le truc. C'est un élément, en tout cas, un des plus surprenants éléments que je peux traiter. Oui, c'est vrai, ça surprend un peu, parce que quand on voit, par exemple là j'ai une bouteille, hein, quand on voit l'eau, on se dit mais l'eau il est liquide, comment on peut mesurer l'eau? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens ça. Avant tout, il suffit juste d'y aller sur Wikipédia, et là sur la page de Wikipédia on a la définition, de chercher la définition du kilogramme sur Wikipédia. Et la définition du kilogramme, c'est 10 cm, c'est un cube 10 cm par 10 cm, donc ça nous fait 1 décimètre cube d'eau est égal avec 1 kg. Ça c'est la définition de Wikipédia. Ça veut dire que le kilogramme, en tant qu'étalon de poids, elle est indexée sur le mètre. Et la question est, mais si l'eau il est indexé sur le centimètre, d'où il sort ce centimètre? D'où on a sorti 10 cm par 10 cm, ce cube-là? Eh bien, il s'agit tout simplement du diamètre de la goutte d'eau. Donc, la procédure, il s'agit d'un protocole bien spécifique, hein, parce que si on prend la goutte d'eau, on le lâche comme ça, elle va s'éclater. Il faut bien un protocole spécifique que, d'ailleurs, on peut faire l'expérience tout à l'heure pour voir que c'est exactement. Ouais, on va le faire. Parce qu'il y a une plage de température, il faut une eau d'une certaine nature, il y a eau douce, eau salée, eau moins calcaire, j'en sais rien. Oui, il faut de l'eau douce. Il y a tout un tas de paramètres. Oui. Il y a tout un tas de paramètres, mais comme ça, sans entrer dans les détails du protocole, etc., il suffit juste de regarder l'eau du robinet quand il goûte, quand il fait une goutte, goutte par goutte. On voit tout de suite, on a un aperçu de la chose, on se pose une question, mais quand on voit l'eau qui coule goutte par goutte, on voit tout de suite que les gouttes, elles ont tous la même taille. Sans voir au fond, au moment de l'impact. Mais quand on voit les gouttes, quand elles descendent un par un, elles ont tous la même taille. Donc, et c'est là où c'est venu l'idée des Égyptiens que, et si on mesurait la goutte d'eau, si on mesure la goutte d'eau. Puisqu'il y a rien. Pardon, tu considères qu'ils ont essayé d'observer tout un tas de choses dans la nature, de la graine en passant par le pied du roi, je ne sais quoi, et que ils trouvaient quelque chose d'invariable dans la goutte d'eau. Oui, en fait, pour raisonner un petit peu de manière empirique, quand on commence à tracer les champs, il nous faut un étalon de mesure. Parce qu'il nous faut tracer les champs pour délimiter les parcelles. Et il faut un étalon de mesure. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Un étalon qui ne bouge pas pendant minimum 100 ans, ou 200, ou 300, ou si ça serait génial, pendant l'éternité. Il commence à observer les gouttes, il commence à observer les graines, il commence à observer toutes sortes d'objets dans la nature. Et le problème, c'est que tous ces objets-là, elles sont variables. Il n'y en a pas un, par exemple une graine,
Une graine, elle aura une petite taille. 2 ans plus tard, si on arrose bien, elle aura une taille plus importante. Et du coup, on n'a pas quelque chose d'invariable. Il nous faut une unité invariable. Une fois qu'on a cette unité-là, on va multiplier. Et du coup, ça va nous faire un grand étalon. Un grand étalon invariable. D'accord? Et bien, empiriquement, quelqu'un qui restait à l'ombre, il voyait, il me semble, il voyait quelque chose, une gouttière où l'eau coulait. Et donc il s'est aperçu que les gouttes là, quand elles descendent un par un, elles ont tous la même taille. En fait, ça c'est variable pour n'importe quel liquide. Hein. C'est pareil aussi pour de l'huile ou ce qu'on veut. Mais au fur et à mesure, en cherchant les choses, c'est qu'ils sont aperçus que l'huile ou le vin ou n'importe quel autre liquide, il avait différentes propriétés. Et donc là, on commence à faire vraiment entrer dans l'étude, dans l'établissement d'un protocole bien précis du diamètre de la goutte d'eau. D'accord, donc pour toi, on est dans l'observation avant toute chose, notamment parce que, selon toi, l'activité était bien moindre quand il y avait les crues du Nil pendant 3-4 mois et que c'était à ce moment-là qu'ils pouvaient observer un peu tout autour d'eux et essayer empiriquement de créer des unités. Tu parles de référence au pied du pharaon, par exemple, qui évolue tout le temps. Et donc, pour toi, en gros, la quête qu'ont eu notamment la révolution des scientifiques pour trouver une mesure universelle, il y a eu le même type de quête chez les Égyptiens bien avant. Oui, oui. Et ben là, une fois que l'eau du Nil débordait, au moment des crues du Nil, les terres étaient inondées à 20, 30 ou 50 cm d'eau, et le travail est impossible. On ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. On peut rester 2 heures avec les pieds dans l'eau, mais on ne peut pas rester toute la journée. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils remontaient dans les collines. Les Égyptiens ils remontaient dans les collines pour avoir les pieds au sec. Et c'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas travailler. Bon, on va bricoler quelques petites choses pour la saison, pour préparer les champs, une fois le Nil il se recule. Mais en même temps, il y avait aussi une sorte de savant qu'il commence à observer. Et c'est pendant ce temps-là qu'on ne va pas rester en vacances, mais on va commencer à observer, on va commencer à mesurer, etc., etc. Et pendant ce temps libre, on va développer les sciences. C'est pur et simplement le début de la science. Parce que pour faire de la science, il vous faut du temps libre. Pour l'histoire du diamètre de la goutte d'eau, qu'elle fait 1 cm ou pas. Donc on fera l'expérience tout à l'heure. Moi je peux faire des essais, je peux filmer, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de retours là-dessus. Il y en a qui le croient, il y en a qui ne le croient pas. Il faut un protocole scientifique. Là, pour moi, ça pourrait être significatif si par exemple tu fais un tableau de 0 à 30 degrés, toujours en posant la goutte d'eau sur un support, comme tu le dis, lisse, imperméable, de faire une grosse tranche de température et de se rendre compte peut-être que sur la plage la plus grande qui soit, on a effectivement une goutte d'eau qui fait toujours 1 cm, tandis que quand on est en dehors de ces plages, on a soit un peu moins, un peu plus. Ça, c'est des trucs. Il va y avoir moyen de faire un protocole et mais s'il y a effectivement quelque chose autour du centimètre. Ce protocole existe. Il se trouve au Bureau international de poids et de mesure. Donc il faudrait que, parce que moi je peux vous dire que ces expériences sur la calibration, on va dire, des gouttes d'eau, parce qu'il existe des terminologies pour les tailles des gouttes. Oui. Et tu dis que pour genre une goutte mise à plat aussi, il y a déjà eu des protocoles scientifiques, des études de fait? Bah non, il n'y a pas des études. Moi je n'ai pas trouvé des études, mais il faudrait que quelqu'un du Bureau international de poids et de mesure, un responsable, un porte-parole, s'exprime là-dessus si le mètre il est talonné sur le diamètre de la goutte d'eau ou pas. Moi je peux faire des expériences, je peux faire des vidéos, des photos, des expériences du matin au soir. Mon mot, ma parole n'a pas assez, en fait, n'a pas
de poids puisque j'ai pas de titre de scientifique. Okay? Donc il faudrait que quelqu'un du bureau d'international de poids et de mesure à Paris s'exprime là-dessus, si oui ou non, est-ce que le mètre il vient de la goutte d'eau, du diamètre. Et là le débat il est clos. Donc il n'y a pas plus simple que ça. Ok, bah de toute façon c'est comme la lentille, c'est à tester, toi tu as testé c'est à tester, le béton, tu l'as testé. Oui, oui. Bon, voilà, ça demande plus de vérification et de... Oui, mais surtout analyse. pour le mètre, parce qu'au bureau d'international de poids et de mesure, c'est des choses que, à mon sens, je pense qu'ils le savent, ils doivent savoir ce protocole. Donc le mètre qu'on achète aux grandes surfaces, au bricolage, des surfaces de travaux, voilà, il vient du bureau d'international de poids et de mesure. C'est le seul institution qu'il émet ces étalons-là. Donc il faudrait qu'un scientifique, un porte-parole, je dirais, de bureau d'international de poids de mesure s'exprime là-dessus.